Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vendredi dernier, le président Farnasimbe a demandé aux députés togolais de procéder à une deuxième lecture de la nouvelle loi constitutionnelle votée le 25 mars, car toute chose est perfectible, a précisé le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qui n'est pas parfait dans le texte adopté en première lecture ? Non, le président de la République tient d'abord à préserver l'apaisement et la décrispation du climat socio-politique. Il est attentif et à l'écoute des débats et des questionnements qui s'expriment concernant la récente révision constitutionnelle. Et donc, en prenant cette initiative qui traduit sa volonté d'écoute, un esprit de sagesse, il s'agit de s'assurer que tous les points de vue, toutes les contributions utiles et constructives de la part des acteurs et des parties prenantes puissent contribuer à l'amélioration et au perfectionnement du texte qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Je pourrais imaginer que très rapidement, l'Assemblée nationale prendra des dispositions et des initiatives concrètes, notamment pour pouvoir recueillir et prendre en compte les contributions des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, pour que cela permette à la démocratie togolaise de continuer à évoluer. Quels sont les points sur lesquels les députés pourraient apporter une amélioration ? À ce stade, je ne veux pas anticiper, mais je voudrais quand même souligner que nous sommes dans une situation où, avec ce nouveau régime, il faut veiller d'abord à une clarté et à des précisions dans la délimitation des responsabilités entre les deux têtes de l'exécutif, à savoir le président de la République qui est en même temps chef de l'État et garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État, et d'autre part le président du Conseil qui exerce l'essentiel des pouvoirs exécutifs. Et d'autre part, entre le président du Conseil et l'Assemblée nationale, pour éviter qu'une situation de conflit ou de crise ne puisse se produire. Alors, du point de vue justement des relations entre le futur président du Conseil et la future Assemblée nationale, je crois qu'il est prévu que le futur président du Conseil, c'est-à-dire en réalité le chef de l'exécutif, sera élu par les députés pour un mandat de 6 ans, mais pourra aussi être renversé au cours de ce mandat par une motion de censure adoptée par ces mêmes députés. Est-ce qu'après la seconde lecture, cette responsabilité devant les députés sera confirmée ou pas ? Non, je ne veux pas anticiper sur ce point. Je crois que dans les régimes parlementaires, là où il s'agit d'éviter les conflits et les vides, voire les crises, on essaie de faire en sorte qu'en cas de motion de défiance de la part de l'Assemblée nationale contre le chef de l'exécutif, que sera le président du Conseil, il faut veiller à ce qu'il y ait une majorité alternative. C'est-à-dire que ceux qui cherchent à renverser ou à révoquer le président du Conseil, chef du gouvernement, disposent d'une majorité alternative et soit en capacité de désigner un autre président de conseil. Donc c'est pour éviter des crises inutiles. Je crois que ce n'est pas une innovation togolaise. Ce modèle de régime politique et d'articulation entre l'Assemblée nationale et le président du conseil existe dans d'autres pays et naturellement je constate que ces modèles-là ne sont pas contestés en ce qui concerne à la fois leur nature démocratique, leur fonctionnement et leur efficacité. Quel sera le nombre de députés nécessaires pour déposer une motion de défiance ? 50% ou plus ? Non, je crois que c'est beaucoup plus que 50%. Donc je n'ai pas des précisions, mais je crois que les articulations et la formulation ne sont pas totalement différentes de ce que nous trouvons dans d'autres démocraties à travers le monde. Et alors cette deuxième lecture par les députés, elle est prévue à quelle date ? Vous savez, pour nous, c'est pas la date qui compte, mais beaucoup plus la qualité du processus. Alors, je crois que l'essentiel des débats et des critiques concernant la révision constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale portait notamment sur l'absence ou l'insuffisance de larges consultations et d'un débat national inclusif préalablement à ce vote. Et cela portait également sur la proximité avec les prochaines élections législatives et régionales. Fort heureusement, l'initiative que le président Faure a prise en demandant à l'Assemblée nationale de procéder à la relecture de la loi constitutionnelle votée, non seulement cela témoigne d'un esprit d'ouverture, de dialogue et d'écoute, mais cela va permettre d'ouvrir une nouvelle phase qui va permettre de remédier à ce déficit de consultation et de débat et permettre à l'ensemble des parties prenantes, notamment les acteurs politiques de la société civile, de pouvoir
exprimer leur point de vue et d'apporter leur contribution afin d'améliorer le texte qui avait été initié et voté par l'Assemblée nationale. Alors, dans un communiqué diffusé ce mercredi soir, la présidence togolaise annonce qu'il va y avoir un léger remaniement du calendrier des législatives qui était prévu le 20 avril. Alors, ces élections, elles vont être reportées, c'est ça? Et de combien de temps? Mais j'imagine bien sûr que c'est la conclusion qu'il faut en tirer parce que engager de larges consultations, mener un débat avec toutes les parties prenantes sur le terrain, cela signifie qu'on ne peut pas être en train de débattre en organisant en même temps la campagne. Donc la campagne électorale est repoussée. La date initiale du 20 avril sera légèrement modifiée. Et le gouvernement qui en a la responsabilité procédera donc à l'adoption d'un autre décret qui convoquera le corps électoral dans les délais les plus rapides. La date va être légèrement modifiée, dites-vous. Est-ce que les Togolais vont voter au mois de mai, au mois de juin ou au mois de juillet, voire plus tard? Non, je crois que les larges consultations, le dialogue, l'écoute de toutes les contributions, cela n'a pas besoin de prendre des mois ou des semaines. Donc, je suis certain qu'en quelques jours, il est possible d'être sur le terrain, de rencontrer les acteurs politiques de la société civile et les citoyens, de faire la pédagogie du bien fondé et des avantages de cette réforme et naturellement de recueillir les contributions d'amélioration que les uns et les autres souhaiteraient apporter. Et donc, j'imagine que s'il devait y avoir un réaménagement, ce serait un réaménagement de quelques jours ou au maximum de quelques semaines, pas plus. Donc les législatives, ce sera probablement au mois de mai, c'est ça? Non, je ne veux pas parler de date précise ni de mois précis. Je crois que c'est la qualité du processus que le président de la République recherche. Il souhaite que cette réforme puisse bénéficier à la fois de la contribution et des points de vue de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs. Donc, je ne veux pas anticiper sur le temps que cela prendra, mais je crois qu'en quelques jours et maximum en quelques semaines, il doit être possible d'avoir des consultations et d'améliorer considérablement le projet de loi constitutionnelle voté il y a quelques jours par l'Assemblée nationale. Dans le communiqué diffusé ce mercredi soir, la présidence dit que le bureau de l'Assemblée va engager de larges consultations avec toutes les parties prenantes de la vie nationale. Est-ce à dire qu'il y aura aussi des consultations avec les partis d'opposition qui sont absents de l'Assemblée nationale, comme la CDPA de Brigitte Adjamagbo-Johnson et l'ANC de Jean-Pierre Fabre? L'initiative que le président de la République, en demandant la rélecture de la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale, je crois que c'est une opportunité et une occasion offerte à l'ensemble des parties prenantes, notamment les partis et les acteurs politiques ou de la société civile, et qui souhaitent véritablement sortir des logiques de blocage et d'obstruction pour exprimer leur point de vue, apporter leur contribution pour améliorer le travail déjà effectué par l'Assemblée nationale. Et donc, ce travail de consultation et de débat n'est pas exclusif. Et tous ceux qui le souhaitent, notamment les partis auxquels vous venez de faire référence, mais également les autres, y compris ceux qui sont à l'Assemblée nationale, notamment le parti majoritaire, les députés pourraient rencontrer les militants du parti et la population de manière générale pour leur expliquer les vertus et les avantages du nouveau système vers lequel nous sommes en train d'évoluer. Donc, nous espérons que nous allons trouver du répondant de la part de ceux qui critiquaient hier et auxquels il est donné maintenant l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apporter leur point de vue et apporter leur contribution pour améliorer le travail initié et mené par l'Assemblée nationale. Alors ces partis d'opposition, on les entend depuis une semaine, ils ne sont pas du tout favorables à ce changement de constitution. Et si demain, ils vous demandent de renoncer pour l'instant à tout changement de constitution avant les législatives, est-ce qu'ils auront une chance d'être entendus? Non, je ne crois pas que c'est dans cette optique et dans cet esprit que se situe l'initiative du président de la République en demandant la rélecture de la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale. Une loi a été votée. Je dois d'abord souligner le caractère historique parce qu'il n'est pas fréquent que le président de la République demande la rélecture d'une loi déjà votée par l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il s'agit d'améliorer un travail qui est déjà conçu, qui est déjà mené. Et donc, nous ne sommes pas dans une autre optique que celle de faire
faire en sorte que les Togolais puissent comprendre le contenu de la réforme qui est menée, ses avantages et ses effets bénéfiques pour notre pays, et que ceux qui le désirent, ceux qui le souhaitent, notamment les partis politiques, les acteurs politiques ou de la société civile, ou des personnalités religieuses et des citoyens, puissent faire valoir leur point de vue et apporter leur contribution. Après cela, l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités, la majorité prendra ses responsabilités, et le processus ira à son terme en prenant en compte les points de vue et les contributions constructives qui auront été apportées par les autres parties prenantes. Alors vous dites que vous souhaitez la victoire de votre parti UNIR aux législatives. Si c'est le cas, est-ce que c'est Faure Gnassingbé, qui préside actuellement le parti UNIR, qui briguera le poste de président du Conseil? Vous savez, UNIR est un parti structuré, organisé, qui fonctionne convenablement. Et donc, je dirais, quand nous serons au bord de la rivière, nous saurons comment franchir. En toute hypothèse, il est aujourd'hui le président du parti, un leader incontestable, qui dispose d'une expérience établie, dont la sagesse et la contribution à la sécurité, à la stabilité sur le plan régional sont reconnues. Il va sans dire qu'il serait naturellement le champion tout naturel du parti UNIR pour veiller à ce que le pays continue de bénéficier de son expérience, de sa notoriété et naturellement de son souci permanent de rassembler les Togolais et de permettre à tous les citoyens de participer et contribuer non seulement à la cohésion et à l'unité du pays, mais à l'essor et au développement économique et social. Alors sur le fond, Gilbert Bawara, vous voulez donc instaurer un régime parlementaire, mais l'opposition réplique, peu importe la nature du régime, qu'il soit présidentiel ou parlementaire, ce qui compte, c'est que le système soit démocratique. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas car il est verrouillé et toute alternance est impossible. Vous savez, moi je crois que la mise en place du régime parlementaire aura beaucoup de vertus, au-delà de promouvoir une gouvernance et une gestion beaucoup plus collective, parce que le rôle de l'Assemblée nationale, le rôle du Sénat, le rôle des élus seront beaucoup plus importants. Mais ce régime est également de nature à aider le Togo à assainir et à rationaliser le paysage partisan, à faire en sorte que l'émiettement et la fragmentation des partis politiques qui existent aujourd'hui obliger les partis et les acteurs politiques éventuellement à des regroupements, parce que les coalitions auront du sens, de la même manière que ça peut aider à la rationalisation du calendrier électoral pour que le Togo ne soit pas tout le temps dans des élections et que nous puissions nous concentrer sur les défis du développement économique et social et face aux défis également sécuritaires d'aujourd'hui. Et donc je crois que ni UNIR ni le gouvernement ne peuvent être tenus responsables de la faiblesse éventuelle des autres partis qui existent sur la scène politique togolaise. Nous allons à ces élections-là dans un esprit de loyauté et de respect des adversaires politiques, mais nous allons aussi avec des atouts considérables parce que UNIR est connu, il a un bilan. Nous avons un leader dont l'autorité, la compétence et l'expérience ne sont pas contestables. Et voilà, il appartiendra aux Togolais de se déterminer. Un exemple de verrouillage, dit l'opposition, c'est le découpage électoral qui fait qu'aux législatives, les électeurs de votre fief électoral du nord du pays seront surreprésentés par rapport aux électeurs du sud. En effet, au sud, il faudra 2 fois plus d'électeurs qu'au nord pour élire un député. Bon, je n'ose pas imaginer que l'opposition togolaise insinue qu'ils ne sont pas implantés au nord du pays, qui fait partie du territoire togolais. Nous sommes en train de parler de population togolaise, de citoyens togolais. Et donc, moi, je voudrais encourager l'opposition à s'implanter et à être active sur l'ensemble du territoire national, plutôt que à se replier sur des considérations identitaires qui ne correspondent pas ni à notre vision de la politique, ni aux valeurs que nous voulons incarner, à savoir qu'un Togolais qui est dans la région des savanes, qui est dans la région de la Kara, dans la région centrale ou dans la région des plateaux, est équivalent à un Togolais qui est dans la région maritime, et que les partis politiques doivent avoir une implantation nationale et ne pas se replier sur d'autres considérations qui sont abjectes. Alors avec ce régime parlementaire, il n'y aura plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct, et du coup, l'opposition dit que c'est une ruse de votre part, Gilbert Bawara, car si vous gagnez aux législatives, eh bien ce changement de constitution va permettre d'escamoter la présidentielle qui était prévue l'an prochain et que le président Faure Gnassingbé n'était peut-être pas sûr de gagner.
Vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il est important que les acteurs politiques et le peuple togolais, notamment les électeurs et les citoyens, connaissent à l'avance les règles du jeu et les implications. À partir du moment où l'enjeu qu'ils voulaient conférer au scrutin présidentiel de 2025, si la constitution en vigueur était restée en l'état, ils savent que l'enjeu majeur, c'est les prochaines élections législatives. À partir de ce moment-là, tout le monde est placé dans des conditions d'égalité. Donc, il s'agira à chacun de se battre lors des prochaines élections législatives en connaissant en toute conscience les implications et les responsabilités qui en découleront. Autre remarque de l'opposition, avec ce régime parlementaire, le futur chef de l'exécutif, c'est-à-dire le président du Conseil, pourra être élu tous les 6 ans, sans aucune limitation de mandat, et aussi longtemps que le parti UNIR gagnera les législatives. Alors que si la constitution actuelle avait été conservée, eh bien Faure Gnassingbé aurait été frappé par la limitation du nombre de mandats. En revanche, avec cette réforme, il va pouvoir gouverner ad vitam aeternam, dit l'opposition. Bon, d'abord, je ne voudrais pas participer aux supputations que l'on entend ça et là. Mais je voudrais d'abord dire que le président du Conseil, notamment, étant l'émanation de la majorité du parti ou de la coalition majoritaire, mais ces majorités-là peuvent changer d'une élection et d'une législature à une autre. Et donc, on n'est pas dans le cadre d'un mandat illimité parce que, à l'occasion des élections législatives, il peut y avoir un changement de majorité et de coalition majoritaire. Deuxièmement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le jeu de la motion de défiance et que le président du Conseil peut, par le biais d'une motion de défiance, être révoqué et être déchu, à condition bien entendu que les conditions prévues par la Constitution, notamment que les députés qui se lanceraient dans une telle initiative disposent d'une majorité alternative pour pouvoir désigner un autre président du Conseil. Et donc, ces deux considérations me font penser que, à la fois, les législatures peuvent entraîner des modifications de la configuration de l'Assemblée nationale et donc un changement de président de conseil. Et deuxièmement, si le président de conseil, pour des raisons fondées, venait à être renversé par le biais d'une motion de défiance, cela signifie bien qu'il ne dispose pas d'un mandat indéfini et qu'il n'est pas éternel. De son côté, dans une tribune à Jeune Afrique, votre ancien collègue de gouvernement, Kako Nubukpo, qui est maintenant commissaire à l'UEMOA, suggère que sur un texte d'une telle importance, la future constitution, on consulte le peuple par référendum. Vous savez, la constitution togolaise a prévu 2 modes de révision constitutionnelle, la voie parlementaire et le référendum. Et cette constitution n'a pas entendu établir un ordre hiérarchique ou de préférence entre la voie parlementaire et la voie référendaire en fonction, par exemple, de l'importance et de la portée des réformes à opérer. Pour nous, les 2 modes de révision qui sont prévus par la Constitution sont équivalents et donc le recours à l'un ou à l'autre, c'est légal et légitime. Donc ce n'est pas exclu, un référendum constitutionnel. Écoutez, à ce stade-là, ne me demandez pas de me substituer au travail qui est en train d'être effectué à l'Assemblée nationale. Et il y a un esprit d'ouverture qui vient d'être manifesté, il y a une volonté de faire en sorte que les acteurs et les parties prenantes qui le souhaitent puissent exprimer leur point de vue et apporter leur contribution. Attendons que ce travail puisse être fait. On verra qu'est-ce qu'il en découlera. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de raison pour lesquelles la majorité qualifiée requise pour une adoption par l'Assemblée nationale ne serait pas réunie. Voilà plus d'une semaine que le directeur de publication du journal La Dépêche, notre confrère Apollinaire Meouene Messé, est en prison. À la suite d'une enquête sur l'assassinat il y a 4 ans du colonel Bitala Madjoulba, il est accusé d'avoir publié de fausses nouvelles afin, je cite, de susciter la population ou l'armée à se soulever contre l'État. En fait, il doute que les 5 militaires condamnés en novembre dernier soient livrés coupables. Est-ce à dire qu'au Togo, quand un journaliste enquête sur une affaire criminelle qui implique l'armée, il va en prison ? Écoutez, sur cette affaire, permettez-moi de vous dire 2 choses. La première, c'est que en tant que ministre ou en tant qu'acteur politique, je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions de justice ou les procédures judiciaires en cours, parce qu'on n'en est qu'à une étape préliminaire de cette affaire. Et deuxièmement, je voudrais vous faire comprendre que, à titre personnel et pour des raisons strictement personnelles, je ne souhaite pas du tout commenter cette affaire. Donc je ne veux pas commenter, et à la fois pour des raisons de principe et compte tenu des considérations personnelles
qui sont les miennes. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.